Retour sur le plateau central de BK Communication Métaprod avec Nicolas Fetchera à la réalisation. Nos confrères de M-Provence sont sur Marseille. On retournera du côté de l'Orlochet tout à l'heure. Maître Marilou Diamantara, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Marilou Diamantara, j'ai votre CV sous les yeux. Je vais le faire dans l'ordre d'apparition à l'image. Vous avez actuellement 31 ans, vous êtes avocate depuis 2016, donc c'est relativement jeune. Vous êtes encore parmi les plus jeunes avocates d'Aix-en-Provence, mais avec un parcours ô combien exceptionnel puisque vous avez déjà ouvert votre propre cabinet. Vous avez été distingué par l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence au titre de première secrétaire de la conférence, Mazette. Félicitations à l'issue du concours d'éloquence réservé aux jeunes barreaux. Vous êtes également distingué par la conférence des bâtonniers du titre de deuxième secrétaire national de la conférence du Grand Serment à l'issue d'un concours national d'éloquence réservé au premier secrétaire des conférences des barreaux de France. Maître Marilou Diamantara, j'en ai la voix coupée. Mon Dieu, quelle carrière. Vous alliez devenir une ténora, si je comprends bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien parler haut et fort, on va dire ça comme ça. Pour un avocat, c'est toujours bénéfique. Avez-vous vécu votre vie de jeune fille, de femme et de début d'avocate par rapport à cet événement qui en est un, mais qui pour moi n'en est pas un, puisque comme je dis souvent, la Journée internationale des droits de la femme, c'est 367 ou 368 jours par an. Comment avez-vous vécu votre vie en tant que femme? Avez-vous été confrontée à des difficultés particulières également dans votre métier d'avocate? Ma vie de femme, plutôt bien. Je fais partie de ces nouvelles générations, donc on a grandi avec le féminisme, même si j'aime pas forcément ce mot. Ma vie d'avocate, je serais peut-être moins égaliste que Monsieur le bâtonnier, parce qu'en tant que jeune avocate, c'est toujours un peu plus difficile de gagner en charisme. Vous disiez tout à l'heure, j'allais dire de se faire entendre comme les autres. Mais en tout cas, ma vie de jeune avocate, je la trouve plutôt agréable. Mais sur les quotas, j'y serais en tout cas opposée par définition, pour la simple et bonne raison. Euh, Quand on se dit féministe, ce qui est un peu le sujet aujourd'hui, c'est venir mettre en avant une différence. Et pour le coup, Monsieur le bâtonnier rappelait l'égalité. Il ne fait pas bon de venir mettre en avant cette différence alors même qu'on veut être considéré comme l'égal de l'homme. C'est que mon avis. Mais bien évidemment, par définition, qu'il faut faire si je réponds bien à la question, si j'ai bien entendu, je n'étais pas sûre d'entendre le début de la question. Par définition, il faut bien se rendre compte là où il y a là où il y a des manques. Très bien. Marilou Diamantara, restez en ligne. Est-ce que Annick vous Amabile, m'entendez? bonjour. Annick, comment vous voyez la situation des femmes en 2021 et que voudriez-vous faire et dire aujourd'hui? Écoutez, moi, je suis très heureuse quand même de vivre à notre époque en tant que femme et femme artiste aussi, parce que je pense que quand même le droit en France a bien évolué. Et puis moi, me suis toujours sentie bien avec les hommes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à progresser, mais je pense que c'est dans l'ensemble en fait. C'est non seulement chez les femmes, mais chez les hommes aussi, parce que tant que le droit progresse, en fait, ça progresse pour tout le monde. Donc après, voilà. Je ne sais pas si tu entends. Vous m'entendez? Oui, Céline, on vous entend. Oui, mais on ne vous voit pas, vous êtes debout. Ok, Oui, c'est je m'enlève. Annick. Oui. On va le temps de recaler un peu tout et que Nicolas voit si on a du côté de Brest, Andréane. Je voudrais qu'on diffuse votre magnifique diaporama. Vous êtes artiste photographe. Je rappelle que depuis 2009, vous animez la section de photos du foyer rural de Vintabrenne et que vous exposez chaque année avec les adhérents du club selon un thème travaillé collectivement.
En plus de vos activités événementielles, vous travaillez tout au long de l'année et ce depuis 2001 avec des municipalités, des associations. Voici le diaporama d'Annick Amabile-Bouchet, femme photographe. J'en ai choisi dans tous les domaines d'activité pour vous faire un vaste kaléidoscope des femmes qui marquent le temps et notre société. À tout de suite. Cette odeur hypnotique qui reste derrière toi. Je ne sais pas pourquoi, je ne contrôle pas, mais ton odeur agit en moi. Endorphine mystique, elle m'attire vers toi. Ton regard insistant et troublant me fait perdre pied. Quand je veux t'approcher, impossible de résister à cette alchimie annoncée, à tant de désir, à cette envie que j'ai de te griffer. La magie opère, tel un électrochoc. Nos deux corps s'entrechoquent dans une passion brûlante. Tes mains sur mon corps, si précises, si viriles. Pas besoin de te parler pour que tu saches où me toucher. Je me sens transformée, telle une bête sauvage, prête à te dévorer, de la tête aux pieds. Un instinct animal qui cherche ta fureur, qui cherche ta sueur. Pas de bien, pas de mal, plus de propre ni de sale. Nos deux corps fusionnés, à deux doigts d'exploser. Va-et-vient fractionné, dominant, dominé.
l'insoumise maîtrisée. Des vibrations extrêmes, décollage surnaturel, un plaisir démentiel. Voilà le résumé de cette chimie provoquée par nos corps associés, enlacés, totalement addictifs. Je ne peux plus m'en passer, je veux continuer. Continuer, impossible de résister à cette alchimie annoncée, à tant de désir, à cette envie que j'ai de te griffer. J'en veux encore, j'en veux encore. Justement, Andréane du côté de Brest, artiste, musicienne. Est-ce que vous êtes là, Andréane? Je suis là, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, quel plaisir de vous voir. On vient de voir ce magnifique clip et cette chanson qui m'émeut à chaque fois que je la réécoute, Endorphine. Mais je voudrais surtout qu'on parle de votre toute première chanson, Putain de maladie. Parlez-nous de Ah ça. oui, alors tout à fait. Alors putain de maladie, et concrètement, c'est ce qui m'a mis à la musique, hein. J'exerçais un tout autre métier auparavant. Et en fait, je suis tombée malade de la maladie de Lyme. Et quand il arrive ce genre d'accident de parcours dans une vie et qu'on est une femme et qu'on aime avoir au maximum le contrôle de notre vie et la liberté, y compris l'indépendance financière, quand on se retrouve malade d'un coup et qu'on perd tout, c'est très compliqué. Et justement, malgré le fait d'être une femme, ça m'a donné la force aussi de vouloir malgré tout reprendre le contrôle de ma vie. Et donc, aujourd'hui, je suis déléguée départementale de l'association nationale Le Droit de Guérir, qui milite pour la reconnaissance de la maladie de Lyme. Et je suis devenue aussi auteur-compositeur. Et donc, ma première chanson, c'est une chanson militante qui s'appelle Putain de maladie et qui a été faite, composée pour dénoncer le déni de notre gouvernement face à ce scandale sanitaire qu'est la maladie de Lyme. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur dans le sens où, en tant qu'auteur-compositeur, on peut transmettre pas mal de messages, partager des points de vue. Et c'est là aussi qu'en tant qu'artiste femme, je trouve ça important. Vous parliez, Bernard, d'Endorphine. Endorphine est une chanson qui donne une vision de la femme sur la sexualité. Et je trouvais ça important de faire cette chanson-là aussi, parce que je me pose la question de pourquoi les femmes artistes traite si peu de ce sujet-là, et c'est peut-être justement parce que la vision dominante dans notre société est principalement masculine, et que notamment le rapport à la sexualité est souvent donné depuis le regard des hommes et pas toujours depuis le regard de la femme. Donc en tant qu'artiste, j'ai voulu aussi apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire bouger les lignes. Que les hommes, j'ai pas l'impression que les hommes parlent énormément, mis à part peut-être Pierre Perret avec son zizi. Gainsbourg en a énormément fait, oui. D'ailleurs, ça a fait même scandale avec les monincestes, on s'en rappelle. Andréane, j'ai une question qui me vient parce que je connais pas particulièrement. J'ai essayé de me documenter très rapidement sur la maladie de Lyme. Lyme, ouais. Quelle est la chose principale qui différencie un homme touché de la maladie de Lyme et une femme? Est-ce qu'il y a des... Ça me fait penser à cette émission que j'écoutais hier, je crois que c'était sur France 5, où justement on disait qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été donnés aux femmes, mais qui avaient été testés, entre autres un médicament, l'Abocure ou de chez Bayer, qui était un médicament qui avait été testé chez les hommes pour le cancer de la prostate et qu'on a administré aux femmes. Et il y a une association également qui s'est montée et qui dénonce et qui attaque le laboratoire Bayer justement parce que ça a entraîné des effets secondaires, et on vient de se rendre compte à travers cela que beaucoup de femmes ne participaient pas à la recherche qui les concerne
et que l'on adapte des médicaments de l'homme qu'on passe à la femme, alors qu'on sait depuis Hippocrate que les femmes sont différentes. Andréane, est-ce qu'un homme vit mieux la maladie de Lyme ou est-ce qu'une femme a plus de difficultés? Dites-nous-en un peu plus. Alors concrètement, en ce qui concerne la maladie à proprement parler, qui est une maladie systémique, hein, qui n'épargne pas grand-chose sur l'organisme et qui tape dans le système nerveux central, donc qui provoque vraiment des symptômes qui partent dans tous les sens et qui peut être extrêmement invalidante. Il n'y a pas vraiment de différence sur ce coup-là, sur l'impact physique chez les hommes ou chez les femmes. Malheureusement, les deux peuvent être très gravement atteints de la même manière. La différence par rapport à ce que vous évoquiez au préalable, c'est que nous, on n'est même pas en France sur un protocole de recherche scientifique sur cette pathologie. Il y a très très peu de fonds publics qui sont débloqués pour la recherche sur la maladie de Lyme. Donc on n'est même pas vraiment sur des réels essais thérapeutiques pour pouvoir guérir. D'où le nom de l'association dans laquelle je fais partie, qui s'appelle Le Droit de guérir. Et il faut savoir que la plupart des malades de Lyme en France aujourd'hui font appel à des protocoles américains ou allemands, parce qu'aux États-Unis et en Allemagne, ils travaillent beaucoup plus sur cette pathologie. Donc voilà, en fait, on est parfois obligé d'aller se faire soigner ailleurs que dans notre pays. C'est une maladie, c'est 67 000 nouveaux cas par an. Donc on n'est pas sur une maladie rare, une maladie qui est principalement transmise par les tiques. Les tiques, c'est des petits parasites qu'on trouve dans les hautes herbes, dans les prairies, les forêts, mais qu'il y a de plus en plus en ville. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir qu'en France, nos médecins qui essayent de nous soigner en appliquant des protocoles allemands ou américains, donc en sortant des protocoles français qui sont complètement insuffisants, nos médecins subissent aujourd'hui une réelle chasse aux sorcières. Je dis aujourd'hui, mais en fait, ça fait des années. Ils se retrouvent menacés d'interdiction d'exercer. En fait, ce que vous voyez à grande échelle aujourd'hui, ce qui a été médiatisé avec le Covid, avec des gens comme le professeur Perron ou le professeur Raoult, vous avez vu que la médecine, c'était pas si simple que ça, parce qu'en fait, des médecins peuvent avoir des avis complètement différents pour prendre en charge leurs patients. Et qu'en France, on ne laisse pas la liberté de prescription. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne laisse pas la liberté de prescription à nos médecins. Donc, nos médecins Lyme et des médecins qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir vous parler, de pouvoir tenir debout, ce qui n'a pas été le cas pendant quelques années. Mon état de santé était vraiment très compliqué. Voilà, des médecins qui m'ont aidé à aller mieux sont des médecins qui aujourd'hui encore sont menacés, inquiétés par le Conseil de l'ordre. Et donc, c'est là aussi qu'on a un vrai rôle de prévention et d'information auprès de la population, parce que comme je vous le dis, c'est pas une maladie rare. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués et de femmes qui sont diagnostiquées fibromyalgiques, qui sont en réalité atteintes de la maladie de Lyme sans le savoir. Et il faut savoir que par contre, au niveau médical, la fibromyalgie est une maladie qui touche a priori beaucoup plus les femmes que les hommes. On va vous retrouver dans quelques instants, Andréane, après avoir écouté votre morceau justement, Putain de maladie. Si vous avez la possibilité de vous rapprocher de Danielle Prignot, notre doyenne, pour lui donner un petit coup de main, parce que ça ne doit pas être très facile pour une personne de l'âge respectable de Danielle Prignot de pouvoir facilement comprendre comment se passe le duplex. On aura l'occasion de revenir sur la santé également avec l'association Vigie, approfondir la connaissance et la conscience de soi et favoriser un mieux-être afin d'aller vers l'épanouissement de sa personnalité. Je voudrais également, on en parlera un peu plus longuement, vous parler de l'association ELF, Égalité, Liberté, Fraternité, promotion pour l'éducation de la santé, réduction des risques. Ils sont en centre-ville d'Aix-en-Provence 2 fois par semaine et ils donnent des préservatifs féminins. Ils apportent le soutien. Il y a un camion jaune, vous allez vous renseigner, je vous donnerai leurs coordonnées. On écoute tout de suite Putain de maladie et on retourne sur nos duplex. On essaiera d'avoir si Paul Aboudaram est là. Ou Alexandra Deval. Nous prenons Alexandra Deval au retour de Putain de maladie. Pas question
de perdre notre peau pour des lobbies pharma de labo. Pas question d'abandonner, même si à chaque instant il faut lutter. Militant et indiscipliné, malade de Lyme et motivé. On n'a pas que des amis au royaume d'Hippocrate, hypocrite nous, les malades insoumis. Waouh, waouh, certains jours le corps ne suit plus. Waouh, waouh, et pourtant la vie continue. Waouh, on ne peut pas laisser faire et cautionner ce déni. Par cette putain de maladie, c'est pas faute d'essayer de communiquer avec le ministère de la Santé. Y a rien à faire, tout est bloqué. Y a beaucoup trop d'enjeux financiers. Est-ce normal de laisser souffrir tant de malades sans les guérir? Dans un pays où l'on nous parle d'égalité, là, y a de quoi rigoler. Waouh, un jour le corps ne suit plus. Waouh, waouh, et pourtant la vie continue. Waouh, on ne peut pas laisser faire et cautionner ce déni. Des millions de vies brisées par cette putain de maladie. Les rares médecins qui tentent de nous aider se font menacer d'être radiés. Pourtant dans d'autres pays l'alerte est lancée. Cette maladie menace toute l'humanité. En France on ne peut même pas se faire diagnostiquer. Les protocoles de consensus sont périmés. Mais le pognon passe bien avant la santé. C'est pas nouveau mais c'est de plus en plus marqué. La voilà, elle est là, la réalité. La voilà, la réalité des Lyme. Certains jours le corps ne suit plus. Waouh, waouh, et pourtant la vie continue. Waouh, on ne peut pas laisser faire et cautionner ce déni. Des millions de vies brisées par cette putain de maladie. Waouh, waouh, certains jours le corps ne suit plus. Waouh, waouh, et pourtant la vie continue. Laisser faire et cautionner ce déni. Des millions de vies brisées par cette putain de maladie. On est en retour en direct alors que ça s'agite de partout ici dans le studio. Maître Paul Aboudaram, bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre invitation. Une conversation il y a quelques jours de cela en veillée nocturne fort intéressante et qui a duré. Oui. Vous avez été bâtonnière de l'Ordre des avocates, vous êtes avocate et vous avez traversé une grande partie des 50 dernières années, non seulement en tant que femme, mais en tant qu'avocate. Je voudrais tout d'abord que vous me fassiez un bilan de comment trouvez-vous les droits de la femme en 2021. Qu'est-ce qui vous choque ? D'abord, on peut se féliciter de ce qu'ont fait nos aînés. Et on en est là quand même grâce à elles et il y a eu beaucoup d'avancées. Je dirais que plutôt que de parler des droits de la femme, je dirais qu'on autorise aujourd'hui la femme à s'épanouir pleinement et à faire des métiers qui étaient traditionnellement réservés aux hommes, mais avec leur propre identité, leur propre personnalité. Donc au niveau des droits, bien évidemment, il y a eu des avancées. Il faut quand même savoir que jusqu'en 1965, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque si elle n'avait pas l'autorisation de son époux. Donc, bien sûr, on vient de tellement loin qu'il y a des avancées. Moi, je dirais que finalement, les droits de la femme, ça a fait avancer la société tout entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a reconnu les droits de la femme, on reconnaît mieux les différences, quelles qu'elles soient. Et ça, je pense que souvent, on ne le dit pas, mais pour moi, c'est un élément essentiel. Avant de discuter en off, vous m'avez alerté sur quelque chose en me disant
que pour l'instant, il y avait encore une porte qui était fermée aux femmes avocates, à savoir le droit des affaires. Pourriez-vous nous en dire un mot, maître Paul Aboudaram? Oui, alors traditionnellement, le barreau féminin a investi bien évidemment le droit de la famille, le droit du patrimoine, le droit pénal aussi, qui est une matière pourtant difficile, mais le droit des affaires, on arrive moins à s'y imposer, mais pour la simple et bonne raison que les chefs d'entreprise, la plupart du temps, sont des hommes. Ils ont fait carrière ou ils ont fait des études avec des hommes qui eux-mêmes sont devenus avocats. Et bien évidemment, on sait comment se fait la désignation d'un avocat. C'est souvent par des gens qu'on connaît, par un relationnel. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, à l'heure actuelle, regardez combien de femmes sont PDG du CAC 40. Voilà. Donc, mais sans aller jusqu'à des très grosses entreprises, mais c'est vrai qu'il y a encore peu de femmes chefs d'entreprise et que du coup, les femmes ont moins pénétré le droit des affaires. Maître Paul Aboudaram, vous restez en ligne, je vais vous reprendre. Rémunérateur. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un hasard, mais à mon sens, non. C'est vrai que le droit des affaires, en tout cas pour les avocats, est beaucoup plus rémunérateur que d'autres droits, parce que ça touche une population qui a des moyens et qui peut donc rémunérer ses avocats, alors que traditionnellement, le droit de la famille ou le droit pénal, ce sont des justiciables qui sont plus en difficulté. Merci Paul Aboudaram. Je rappelle que vous avez été ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats à Aix-en-Provence, ancienne vice-présidente du Conseil national des barreaux. On va vous reprendre dans quelques instants. On va écouter Misco. Vous nous avez proposé déjà 2 chansons. J'aime, que moi j'aime. Et puis Les hommes qui passent de Patricia Caz, une reprise. Rose Bonbon. Alors, un mot là-dessus. Rose Bonbon, c'est un spectacle pour enfants qui avait été écrit par Annelide, qui en fait est souvent reconnue sous le nom d'Annick Toumazeau, puisqu'elle a été à l'Eurovision en 86, je crois, et elle a chanté beaucoup pour Vladimir Cosma. Donc, cette personne-là a écrit ce spectacle pour enfants, on l'a joué pendant quelques années. La dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était sans moi, puisque je venais d'accoucher. Et je suis la méchante, Caramella. Ouais, ça a été difficile d'apprendre à être une méchante. Rose Bonbon, interprétée par Misco, notre invité spécial, venu tout droit de Toulon ce matin. Elle a fait le trajet pour venir nous voir ici à la montagne, à la campagne, à Aix-en-Provence. Et on va se retrouver dans quelques instants avec, je crois, maître Alexandra Deval ou Daniel Pragno, en direct de Brest, à la convenance de notre réalisation, le duplex en direct. Mesdames et messieurs, c'est pas par ordre d'apparition à l'image, si je puis dire, mais c'est comme on peut le faire, et au moment où un sujet nous vient, restez, nous sommes en direct jusqu'à 15h, réalisation Métaprod, Nicolas Fichera, qui aujourd'hui ne s'est pas multiplié, mais démultiplié, puisqu'il assure le travail à lui tout seul, de 10 personnes, pas moins, s'il vous plaît. À tout de suite, Rose Bonbon, Misco. Et les hommes piétons, les oubliés de la banlieue, de la rue, de la commune.
Ravalez toutes vos bulles, relâchez vos pilules. Je suis Caramella, directrice PDG de la société où on rigole pas. Sans doute bercé dans des grandes cavernes, j'ai des bonbons que j'oublie, et ils hurlent, me publient comme un bouche de souris. Je les avale, je les croque, avec mon haleine de phoque. Je suis un gros, je suis un Alsacien. Un nounours en guimauve et en chocolat, c'est doux et fort comme un bisou qu'on envoie. Moitié guimauve et moitié chocolat, c'est le meilleur ami qu'on a. Il n'a pas de basket ni de chaussettes, ça fait bien rire les sucettes. Et pour tous ceux qui aiment la fête, il rit de toute sa grosse tête. Enfin, vous êtes là, Danielle Pragnot, bonjour, vous êtes la doyenne de notre émission et je voulais qu'on parle avec vous de la mise en place des premiers plannings familiales que vous avez mis en place à Pau. Oui. Un mot là-dessus, Danielle, vous vous souvenez bien de cette époque? Tout à fait. J'étais une jeune femme tout à fait naïve, émerveillée de grossesses successives inattendues. Et je faisais des croquis de Fabre sur l'innervation du sein d'une femme enceinte. Enfin, et après, quand même, à 22 ans, mère de 3 enfants, ayant accouché à Londres, l'accoucheur m'a dit contraception. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et il m'a donné les informations et j'ai su qu'en France, il n'y avait rien qui existait. Et je suis arrivée en France en septembre 64. En novembre 64, j'ai ouvert la première permanence de planning familial à Pau. Tellement je voulais que ça se sache. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait eu la guerre de 14-18 qui avait fait une hécatombe. Et du coup, les hommes avaient édicté une loi, dite loi de 1920, qui interdisait toute information sur la contraception. Même dans les écoles de médecine, il n'en était pas question et l'ignorance était totale dans toute la population. Ce qui fait que, à l'époque, nous avons dû chercher des médecins au porte-à-porte pour savoir s'ils accepteraient de collaborer à notre association et les faire se former d'abord en Angleterre, puis en Paris où la formation a existé. Et grâce à ces médecins prescripteurs, nous avons pu ouvrir une association qui permettait à des couples, à des femmes, de venir s'informer sous couvert d'association. On pouvait donner l'information de la contraception sans être en prison. C'était comme ça. À 23 ans, je donnais des conférences dans des cinémas pour parler le titre, c'était éducation sexuelle et affective. Et du coup, on avait le droit de parler de ça et de la contraception. Et ensuite, les parents d'élèves nous ont même demandé de donner des cours d'éducation sexuelle à leurs enfants dans les collèges et donner des cours. C'était extraordinaire, c'était passionnant. On revient dans quelques instants sur vous parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, Danielle, entre autres sur la contraception que vous avez abordée, sur les époques donc de la loi Veil sur l'avortement.
parce que vous avez connu bien sûr ce qu'on a appelé l'avortement clandestin qui se faisait avec les aiguilles à tricoter d'un autre monde. Je veux également que vous me donniez votre opinion sur les avancées des droits de la femme avec votre regard de doyenne. On va passer tout de suite à un reportage de nos confrères d'Europe 1 concernant, puisqu'on est dans le monde des avocats et qu'on va prendre immédiatement après Alexandra Deval en direct. Là, si vous voulez, on part dans l'univers du droit à nouveau avec Julia Minkowski qui est avocate pénaliste et Lisa Vignoli qui est journaliste et auteur. Un jour, Julia Minkowski entendait trop souvent quand elle rentrait dans le cabinet d'un magistrat « Ah, vous êtes l'assistant de maître un tel ou maître un tel », alors qu'elle avait défendu des gens comme Guy Georges et elle a même créé le terme ténora pour parler des femmes ténors. C'est une avocate hyper reconnue et justement Florence Porcel, qui a été mise à la une dernièrement pour toute autre raison, qui est journaliste critique littéraire, et écrivait « L'avantage d'avoir un éditeur, c'est qu'il te donne des bouquins pour compléter ta pile à lire déjà plus grande que toi. Ce livre où plusieurs avocates pénalistes racontent le procès qui les a le plus marqués offre le point de vue inédit en ce qui le concerne sur plusieurs affaires emblématiques, Guy Georges, Bertrand Cantat, et sur d'autres procès d'anonymes par les femmes qui s'occupent de la défense. C'est passionnant d'entrer dans ces esprits brillants, de comprendre ce métier parfois si délicat. Je vous propose d'entendre ce que disait Julia Minkowski au micro d'Anne Roumanoff chez nos confrères d'Europe 1. Non, mais c'est vrai, vous racontez quand même qu'il y a beaucoup de sexisme encore maintenant dans le milieu d'avocat. C'est-à-dire que quand on vous voit arriver avec Hervé Témine, on dit « Oh, bah, tu sais bien choisir tes assistantes, moi aussi, regarde ma stagiaire, elle est jolie ». C'est quand même rageant quand vous avez plus de 20 ans de métier quand même d'entendre ça, non ? Non, je pense que c'est un métier qui est très en retard par rapport à tout ça, parce que c'est un métier qui est très traditionnel, on va dans des vieux palais, on utilise des vieilles formules, et donc c'est vrai que la profession n'a pas du tout pris le train de la modernité par rapport à tout ça. C'est en train de changer ou quand même pas ? C'est en train de changer, je crois que dans toutes les professions, à la faveur de MeToo, les mentalités évoluent et qu'on se permet de moins en moins ce genre de réflexion, hein. Celle que vous rapportez est véridique, et mes consoeurs m'en racontent tout un tas d'autres, donc oui, il y a une véritable évolution. C'est les femmes qui préparent tous les dossiers et il y a le ténor qui est devant, qui prend les arguments, qui lit la plaidoirie qu'il n'a pas forcément écrite ou qu'il a juste rewrité. C'est ça aussi, ça vous... Oui, c'est ça. Il y a bien... Alors attention, hein, parce qu'il ne faut pas non plus dire que tous les avocats sont des flemmards et qu'il ne faut rien. Mais Éric Dupond-Moretti, par exemple... Éric Dupond-Moretti... Je ne vous permets pas, monsieur. Je ne vous permets pas. Éric Dupond-Moretti, justement, on en parle dans le livre, parce qu'une des avocates a une formule amusante qui était de dire, mais au fond, il n'y a pas de Dupond-Moretta. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que nous, on a utilisé ce terme de ténora du barreau. Notre éditrice voudrait que ce mot entre dans la langue française. On trouve qu'il est plus à propos que diva. Il y a une connotation un peu négative. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que les femmes avocates sont mieux considérées quand même, non, qu'en France ? Oui, c'est possible. Je pense que depuis plus longtemps, vous avez plusieurs avocates assez célèbres, médiatiques. Alors, beaucoup en droit de la famille. Il y en a une notamment dont le nom m'échappe là, mais qui a fait tous les grands divorces. Et je lisais un papier dans Elle il y a 3 semaines à peu près. Par contre, je remarque que les avocates du divorce sont souvent des femmes. Beaucoup. Oui, voilà, il y a des spécialités, le droit de la famille, le droit du travail, où finalement on laisse les femmes faire leur place. Mais les choses sérieuses, attention, hein, le pénal, crimes. les crimes, il faut laisser ça aux hommes parce que et puis vous révélez aussi la réflexion d'un avocat qui dit oui, mais une femme, elle peut pas réussir dans le pénal parce que ça demande d'être trop disponible. Oui, qui va garder les enfants, hein, parce que parfois il faut attendre le verdict à 2h du matin dans des cours d'assises de province, et puis elles sont peut-être aussi trop sensibles. Alors vous comprenez, des crimes sanguinolents, très peu pour les femmes, et puis leur voix est trop faible, hein, elles ne peuvent pas. Vous racontez vous-même que dans votre vie, vous avez eu, je sais pas, à un moment votre beau-père meurt, et vous avez un procès très important le lendemain, et vous y allez, ou vous venez d'accoucher depuis 2 mois et demi, et il y a un procès avec un homme qui a une nounou qui a secoué un enfant qui l'a tué, et donc pour aller à ce procès, vous laissez votre enfant de 2 mois et demi et une nounou. Là, vous devez psychoter un peu, non ? Oui, c'est exactement ce que raconte le livre, c'est comment est-ce que les affaires percutent votre vie personnelle, mais ça, les hommes avocats pourraient le raconter aussi. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. De la même façon, moi, j'ai souvent demandé aux femmes si elles avaient pleuré en audience, parce que moi, ça m'intéresse, que j'ai déjà eu envie, mais j'ai vu des hommes pleurer en audience. C'est pas du tout typiquement féminin, mais c'est pas des questions qu'on leur pose. Il y a quelqu'un aussi qui vous le rapportez dans le livre, qui vous a dit du mal de Gisèle Halimi en disant « Oh, sa voix ne portait pas ».
je crois que pendant très longtemps, les femmes avocates ont souffert de préjugés qui étaient ceux dont on a parlé tout à l'heure et qui expliquaient pourquoi elles n'étaient pas présentes dans les grandes affaires. Ouais, Alors, la voix de Gisèle Halimi, moi, j'en sais rien. Un journaliste qui m'a interviewé, qui l'a rencontrée, qui a fait une émission sur elle, m'a dit mais vraiment, ça m'étonnerait. Elle avait une voix qui avait l'air de tout à fait portée, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet. Et si on prend une avocate, par exemple, comme Françoise Cotta, que j'ai entendue un jour, alors elle prenait justement tout à fait le contre-pied de ça. Elle parlait avec une petite voix, elle racontait des histoires, elle était dans la confidence avec la cour, et c'était aussi une façon très efficace de plaider. Donc, on n'a pas besoin de gronder pour se faire entendre.